Bon, Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés sur ce webinaire. Alors, moi, je suis Geoffroy Royer, chargé de mission MEDEF Loire-Atlantique et j'ai la charge de l'animation de différentes commissions, dont la commission formation et développement des compétences présidée par Monsieur Tostivin ici présent, dans le cadre de laquelle nous organisons ce webinaire relatif aux transitions collectives. Alors, juste un petit point technique ou deux pour le bon déroulement de l'événement. Je vous demanderai le temps des interventions de bien vouloir couper vos micros. Sachant qu'un temps d'échange sera prévu à la fin, enfin suite aux interventions. Et pour votre bonne information également, l'événement est enregistré pour permettre aux adhérents, aux entreprises qui étaient intéressées mais indisponibles ce matin de pouvoir accéder aux informations qu'on va pouvoir échanger aujourd'hui. Sans plus tarder, je passe la parole à… c'est enregistré si personne ne s'y oppose, on est bien d'accord. Hein. Je ne Il s'y n'y a pas, oppose, bien entendu. il y a pas de sujet par rapport à ça, on peut enregistrer, ça pose pas de problème, parce on les rediffusera en interne au niveau du MEDEF. Bon, ben, donc je prends la parole, c'est ça, Geoffrey? Tout à fait, Xavier. Merci à toutes et à tous d'être présents. Alors, quelques visages, je reconnais, d'autres, on découvrira. Donc là, vous avez la gentillesse d'avoir trouvé un peu de temps pour partager ce moment qui est important, puisque donc moi, je m'appelle Xavier Tostivin, donc ce matin, j'ai ma casquette MEDEF 44, je suis élu MEDEF 44 et Pays de la Loire. Et pour le MEDEF 44, je préside la commission emploi, formation, compétences. Alors le sujet, il est extrêmement intéressant. Et lorsqu'on nous a proposé, on m'a proposé à travers un échange avec Geoffrey de se joindre à cette petite matinale là, j'ai évidemment validé et le principe et le thème. Alors quelques mots très vite sur le MEDEF 44. Je vous rappelle parce que je peux pas m'empêcher forcément de vous passer quelques messages, j'espère positifs. C'est un syndicat patronal, c'est pas très original. Il est aujourd'hui membre donc du MEDEF national. Nous avons à peu près 600 adhérents et en direct, et nous avons à peu près toutes les branches qui sont aussi adhérentes du MEDEF 44. D'accord. Donc, les branches, bah, vous savez ce que c'est. Ça va de la métallurgie à la banque, ça va de… Alors là aussi, j'aimerais aussi préciser des points importants. Le MEDEF, c'est pas un syndicat de grosses entreprises, même si on est très content d'avoir, par exemple, Total dans nos adhérents. On est très content aussi d'avoir majoritairement des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, okay, donc 80% de nos adhérents, des adhérents du MEDEF 44, sont des entreprises de moins de 10 salariés. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vous êtes là et vous en faites partie de cette catégorie. Et on en est très content. Donc, on est bien à l'image du territoire. On est aujourd'hui le premier syndicat patronal sur le territoire et qui représente toutes les entreprises. Alors, la formation, l'emploi, les compétences, bah, c'est clair, c'est au cœur des préoccupations aujourd'hui qui sont celles des chefs d'entreprise, on doutait bien. Et nous, aujourd'hui, au niveau du 44, nous avons continué avec Geoffrey qui s'est présenté avant et des chefs d'entreprise qui peut-être sont là aussi aujourd'hui, membres de cette commission, souhaiter continuer nos actions, même si c'est quand même un peu compliqué, puisque vous savez bien que la crise de Covid nous oblige à suspendre un paquet de nos travaux. Il n'en demeure pas moins que sachez qu'au niveau de cette commission, qui est d'ailleurs ouverte à tous les adhérents, je le redis et je le redis, bon, nous travaillons bien sûr en lien avec l'université, nous travaillons en lien avec le rectorat, nous travaillons en lien avec tous les acteurs de la formation aujourd'hui, qu'ils soient privés, publics, confessionnels ou autres. On est évidemment au cœur du dispositif. Nous avons aussi, parce que c'est un syndicat patronal, des représentants patronaux qui gèrent de manière paritaire certains organismes, par exemple le CNAM, par exemple l'université, par exemple ce type de mandat qui est aujourd'hui limité, qui nous permet aujourd'hui de passer la parole des chefs d'entreprise dans ces belles institutions. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler que du MEDEF 44, on a parlé d'un dispositif très original et nouveau qui est peu ou pas assez connu et qui est un dispositif que je souhaite, que nous souhaitons mettre en avant parce que je crois qu'il est clé dans l'évolution et la formation de nos futures compétences que nous attendons en entreprise. Voilà, donc je vais laisser la parole à notre ami Geoffrey. Je pense que c'est toi qui distribue la parole, c'est ça? Monsieur Larcher va pouvoir C'est Monsieur Larcher qui prend la main. Bah, et Voilà. alors, merci à tous les participants, merci à tous ceux qui ont travaillé en amont sur cette matinale, on a eu l'occasion de bosser ensemble. Et puis, je vous laisse la parole. Et puis, moi, pareil, j'interviendrai à la conclusion. Donc, voilà, je vous laisse. Maintenant, je me tais. Merci, Monsieur Larcher. C'est à vous. Ah, je crois qu'on ne vous entend pas, Monsieur Larcher. Là, c'est bon? Oui, très bien. Impeccable. Très bien. Je partage mon écran. Dites-moi si ça fonctionne parce que je n'ai pas forcément le retour. C'est bon. Oui, on voit la présentation. D'accord. Mettez-la en diaporama. Ah, c'est là, c'est parfait. Comme ça, c'est bien. Oui.
Parfait. Mais écoutez, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans ce temps d'échange. Donc, Denis Larcher, je suis le chef de la mission Mutation économique, développement des compétences à la DRETS. Alors, je vais juste prendre une demi-seconde pour dire ce que c'est que la DRETS, puisque c'est une structure qui est créée uniquement depuis le 1er avril. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est bien normal. C'est la Directe, pour ceux qui connaissaient, qui a été fusionnée pardon, au niveau régional avec les services de la cohésion sociale, qui forment aujourd'hui la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, on a adjoint les missions qui étaient les nôtres, les missions de solidarité avec un objectif qui est d'accompagner dans un continuum l'ensemble des actifs pour leur permettre d'accéder à l'emploi et à l'entreprise. Donc, effectivement, ce dispositif que vous nous proposez de présenter, dispositif de transition collective, alors je ne vais pas forcément faire un historique très long, mais je veux simplement rappeler que c'est un dispositif qui a été travaillé au niveau national au cours de l'été dernier avec les partenaires sociaux, donc représentants des entreprises et des organisations syndicales, et qu'il a trouvé un consensus relativement fort pour pouvoir être validé lors des différentes commissions, et notamment la conférence sociale qu'a tenue la ministre du Travail à la rentrée dernière, pour arriver sur le terrain depuis le début de l'année. Et comme le disait Monsieur Tostevin, c'est effectivement un dispositif relativement innovant, puisque on va le voir, mais il permet vraiment d'accompagner les entreprises et les actifs dans le développement des compétences et dans le développement des besoins que peuvent avoir les entreprises pour pouvoir se développer, pouvoir évoluer de façon le plus agile possible. Alors, je vais simplement, vous aurez bien évidemment le document support, je l'ai transmis à Monsieur Royer, donc je pense qu'il le fera suivre à l'ensemble des participants et aux personnes qui souhaiteraient en disposer. Je vais simplement profiter de ce temps de parole, mais très rapidement pour resituer sur un schéma l'ensemble des dispositifs qui viennent en soutien aux entreprises et aux salariés, et notamment pour accompagner le développement des compétences des actifs, parce qu'on sait que c'est bien le développement des compétences des salariés qui va conduire à une meilleure activité économique, à un meilleur développement des entreprises. Et sur ce document, vous retrouvez principalement l'ensemble des dispositifs qui sont gérés, portés par les services de la DRETS à destination des entreprises et des salariés. Et cette présentation me permet de vous montrer comment le dispositif transition collective, qu'on va voir plus en détail dans un second temps, s'inscrit finalement dans un schéma relativement cohérent. Alors, pardon pour les différentes flèches, mais ça laisse à penser que c'est un peu complexe, mais l'idée, c'est bien de renvoyer à une communication montrant en quoi les dispositifs réagissent entre eux et viennent se compléter les uns les autres. Très rapidement, mais vous le savez, le dispositif majeur qui est porté par l'État et qui a été réactivé à l'occasion de la crise sanitaire, c'est le dispositif activité partielle. Je vais juste vous donner un chiffre pour les Pays de la Loire, c'est 1,4 milliard d'euros qui ont été mobilisés par l'État depuis le déclenchement de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises dans le cadre des allocations versées aux entreprises qui elles-mêmes ont permis ainsi de maintenir l'emploi et de maintenir les rémunérations des salariés. Donc, bien évidemment, ce dispositif, il a fortement été mobilisé depuis le printemps dernier, mais c'est un dispositif qui doit être complété par d'autres, notamment pour faciliter le développement des compétences des salariés, je le disais. Et aujourd'hui, on a finalement deux outils ou deux véhicules financiers possibles. Vous les voyez. D'un côté, on a réactivé ce que vous connaissiez peut-être, le Fonds national pour l'emploi formation, donc qui vise à l'accompagnement et au développement des compétences des salariés au sein de l'entreprise, donc pour satisfaire les besoins de leur entreprise. Et puis, on a, et j'y reviendrai, donc transition collective, qui est un dispositif plutôt d'accompagnement à la reconversion des salariés. Et puis enfin, vous le voyez en bas de ce document, vous avez
élément important, et notamment, vous le reprécisiez dans l'introduction, les plus petites entreprises, elles constituent la très large majorité du tissu économique en France. Et on sait que pour ces entreprises, parfois, la fonction RH est une fonction qui est pas forcément suffisamment développée parce qu'on n'en a pas nécessairement les moyens quand on est une très petite entreprise. Donc, il est utile parfois de pouvoir s'adjoindre les compétences d'une expertise externe. Et à ce titre, l'État accompagne par le dispositif prestation conseil en ressources humaines celles des entreprises de moins de 250 salariés qui veulent travailler sur les sujets de ressources humaines. Et on y reviendra puisqu'on mobilise naturellement ce dispositif dans le cadre du déploiement de transition collective. Alors, qu'est-ce que le dispositif transition collective? D'abord, il s'appuie sur quelques constats que j'ai rappelés là, et peut-être que vous en aurez certainement d'autres en tête, mais notamment trois constats principaux. Le premier, c'est un marché du travail qui reste insuffisamment fluide, avec des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement. Donc, c'est le constat qu'ont fait les partenaires sociaux et le ministère du Travail, malgré la situation tendue ou un peu plus tendue aujourd'hui, c'est qu'il y a encore sur un même territoire des entreprises qui peuvent être en difficulté et puis d'autres qui rencontrent, elles, des difficultés pour recruter des salariés qui limitent, ce faisant, leur capacité de développement. Donc ça, c'est un premier constat. Le second, c'est aussi un constat important, d'ailleurs, qui inscrit les financements du plan de relance. Je n'en ai pas forcément parlé en introduction, mais pour mémoire, le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros pour l'État, et notamment un tiers de ces 100 milliards pour accompagner les entreprises confrontées à toutes les transitions ou les transformations notamment écologiques et numériques qu'elles font face aujourd'hui et qui nécessitent finalement, à des degrés divers, de faire appel à de nouvelles compétences. Donc, c'est aussi un constat important de se dire qu'on est inscrit, et je pense que la crise sanitaire l'a démontré à ce titre dans de nombreux secteurs d'activité, dans des transitions et dans des transformations dans lesquelles les entreprises doivent s'inscrire pour pouvoir continuer à se développer. Et puis enfin, un dernier constat, des salariés qui sont souvent attachés à leur territoire et qui, lorsqu'ils sont confrontés à une rupture de parcours professionnel, vont plutôt s'inscrire dans une réflexion de mobilité professionnelle plutôt que de mobilité géographique. Bien sûr, pour plein de raisons qu'on comprendra tous aisément. Et c'est aussi un constat important parce que ça permet de donner à voir que souvent, la réponse pour le reclassement d'un salarié, elle s'inscrit plutôt en proximité et pas nécessairement toujours dans le secteur d'activité que le salarié va être amené à quitter. Alors, quels sont finalement les enjeux auxquels ce dispositif transition collective souhaite répondre? C'est donner aux entreprises confrontées à des mutations diverses. Je parlais des différentes transitions et transformations auxquelles elles sont soumises, de nouveaux outils pour les accompagner dans une gestion active de leurs ressources humaines. Donc, c'est vraiment le sujet principal de cette démarche. Vous le constatez, ce dispositif a été travaillé, négocié dans un contexte plutôt difficile, mais c'est un dispositif qui vise à accompagner finalement les entreprises au-delà de cette situation conjoncturelle de façon habituelle pour faciliter, pour renforcer les capacités à être outillées sur l'ensemble des moyens permettant d'accompagner les ressources humaines de l'entreprise. C'est aussi, et ça fait le pendant au constat, c'est aussi renforcer, faciliter les passerelles entre les entreprises sur un même territoire. On a longtemps parlé de gestion prévisionnelle, emploi, compétences sur les territoires. C'est des dispositifs ou c'est des actions qui sont difficiles à mener. Là, on se propose par ce dispositif finalement d'être dans une démarche relativement souple et relativement facilitante, puisque l'idée, c'est de faciliter la passerelle d'une entreprise vers une autre. Donc, c'est quelque chose qui ne nécessite pas une construction, une ingénierie de territoire importante. Par contre, elle répond, on l'espère, de façon efficace à des besoins qui sont exprimés par une entreprise en recherche de compétences. Et puis, il faut aussi le préciser, c'est assurer pour les salariés des transitions professionnelles apaisées, limiter les ruptures de parcours pour ces salariés qui sont souvent
aussi pour les entreprises des handicaps, parce qu'il y a une difficulté pour les salariés, on peut le comprendre, de pouvoir se réengager rapidement dans un nouveau projet professionnel. L'idée de transition collective, c'est de faire en sorte que justement on lisse et on évite ce risque par la facilitation offerte par le dispositif transition collective de ces reconversions professionnelles quand elles sont inéluctables. Alors, comment se traduit le dispositif transition collective, et Laurent Gambert viendra compléter de façon un peu plus opérationnelle ce que je présente là, ce cadre que je me propose de présenter. Mais le principe, c'est de permettre à un salarié, à plusieurs salariés au sein d'une entreprise, finalement, de s'engager dans un cycle de formation, donc de 2 ans maximum. Donc, on voit bien que ça couvre néanmoins déjà énormément de possibilités de formation. Sur des métiers qui sont identifiés comme porteurs ou qui peinent à recruter sur un bassin d'emploi, tout en permettant aux salariés finalement d'avoir une sécurisation de cette transition, faire en sorte que le salarié puisse s'engager sans avoir des contraintes financières particulières pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche. Alors vous aurez, c'est un lien, donc vous aurez la possibilité de regarder. L'idée, ça a été au niveau national puis au niveau régional, d'établir des listes de métiers porteurs, donc avec une architecture qui est sur des métiers qui sont à la fois en difficulté de recrutement sur l'ensemble du territoire national, mais surtout qui s'inscrivent parfaitement dans les besoins qui peuvent être aujourd'hui exprimés sur les territoires. Et c'est la raison pour laquelle cette liste des métiers porteurs a été travaillée en fin d'année dernière au niveau régional. Elle a été actualisée la semaine dernière, et donc elle permet finalement d'identifier là où les salariés ont des vraies opportunités de recrutement, puisque la liste traduit finalement des besoins remontés par les différentes représentants des entreprises, les branches, les OPCO, les organisations professionnelles qui ont fait connaître au service de la DRETS leurs besoins et qui ont permis ainsi qu'un certain nombre de métiers puissent être identifiés comme étant des métiers, je dirais, d'avenir. Et vous pourrez le constater sur la liste, on a à la fois, je dirais, des métiers dits traditionnels, mais aussi des métiers qui sont liés aux différentes transitions ou transformations liées aux évolutions de marché. Donc vraiment faire l'accent. Donc ce dispositif transition collective, si on le résumait finalement, c'est la possibilité offerte à des salariés de pouvoir bénéficier d'une action de formation sur un temps relativement long, permettant finalement d'obtenir une compétence nouvelle. Donc, tenant compte effectivement également de ce que le salarié sait déjà. Donc, et c'est tout le travail que vont faire les différents acteurs qui vont accompagner les entreprises dans le déploiement de ce dispositif, d'être en capacité d'identifier ce qui manque aux salariés pour pouvoir accéder à un métier, accéder à une certification et pouvoir l'inscrire dans une démarche spécifique lui permettant d'être formé tout en maintenant sa rémunération et tout en ayant une prise en charge des coûts pédagogiques attachés à cette formation. J'y viens sur la question du financement, puisque c'est aussi, je dirais, le nœud du sujet à la fois pour les entreprises et également pour les salariés. Donc, le dispositif transition collective, il est inscrit dans le cadre du plan de relance. À ce titre, il va bénéficier de financements qui sont significatifs. Vous voyez aujourd'hui comment est présenté le financement. L'idée, c'est que pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés, et quand je dis entreprise, c'est au niveau du SIREN, donc une entreprise égale un SIREN, quelle que soit son appartenance ou pas à un groupe, toutes les entreprises de moins de 300 salariés voient leurs coûts ou les coûts attachés à ce dispositif pris en charge à 100% par ce financement d'État, à la fois les coûts de rémunération du salarié pendant la période de formation, ainsi que les coûts liés aux coûts pédagogiques de cette formation. Et puis ensuite, de façon dégressive, selon la taille de l'entreprise, on a une prise en charge qui reste significative, à la fois pour les entreprises de 300 et moins de 1000 salariés, et pour celles de plus de 1000, où l'État intervient de façon importante, ce qui est quand même une spécificité, puisque ce n'est pas le rôle premier de l'État de financer la formation des actifs en emploi. Mais on voit bien que le dispositif transition collective propose
et promeut finalement une intervention forte de l'État pour faciliter l'accompagnement de ces reconversions. Sur la construction du parcours, là aussi, un petit schéma qui dit souvent plein de choses, et je pense que Laurent Gambert d'Association Transition Pro, il reviendra plus en détail, mais c'est simplement ce que nous, on souhaite envoyer comme message aux entreprises, à leurs représentants, c'est que c'est un dispositif qui est simple pour l'entreprise, parce que ces interlocuteurs, finalement, c'est les deux représentants que vous avez là aujourd'hui, l'association Transition Pro d'un côté, et puis les équipes de la DRETS qui sont en capacité, finalement, d'orienter l'entreprise. Après, effectivement, quand on rentre dans le détail, évidemment qu'on fait appel à d'autres interlocuteurs, mais comme vous pouvez le voir sur cette slide, finalement, l'ensemble des interlocuteurs qui vont être appelés à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans la construction du parcours de reconversion professionnelle sont des interlocuteurs qui sont connus de l'entreprise, avec lesquels l'entreprise travaille habituellement. Les OPCO, bien évidemment, hein, l'opérateur de compétences qui est quand même l'interlocuteur privilégié pour l'entreprise quand elle se mobilise, quand elle travaille sur des sujets de formation ou sur des sujets RH. L'opérateur CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est aussi un opérateur qui est connu, en tout cas de plus en plus connu aujourd'hui, notamment depuis la réforme de 2018, et qui permet aujourd'hui à un actif de bénéficier d'un conseil. Et puis ensuite, l'ensemble du dispositif, il est animé par Transition Pro, mais Laurent Gambert y reviendra plus en détail, donc je ne vais pas plus loin dans la présentation. Simplement, retenez que ce qui est important de passer comme message auprès des acteurs, auprès des entreprises que vous représentez et auprès de vous directement en tant qu'entreprise, c'est bien que ce dispositif, il a une entrée relativement simple. Et ensuite, je dirais que les entreprises, selon leur capacité, peuvent être prises en main et accompagnées pour faciliter la mobilisation d'un dispositif qui est finalement un dispositif que nous, on souhaiterait, je dirais, permanent, parce qu'il est une vraie réponse aux différentes je dirais, mutations que rencontre l'entreprise. Et ces mutations sont de plus en plus accélérées, qu'elles soient des mutations de marché, des mutations technologiques, en tout cas des mutations qui ont des incidences sur les compétences dont l'entreprise a besoin pour pouvoir se développer. À ce titre-là, et pour mettre l'accent sur l'accompagnement des entreprises dans le déploiement de ce dispositif transition collective, j'en parlais en introduction. Donc, on met l'accent sur le dispositif de prestation conseil en ressources humaines pour les entreprises de moins de 250 salariés. Et puis, pour celles de plus de 250 salariés, on a souvent des acteurs internes qui sont structurés, qui peuvent porter finalement cette démarche, qui est une démarche finalement de gestion de ressources humaines au sens classique du terme. Et donc, le maillage de l'outil PCRH, du moyen financier PCRH, c'est-à-dire une prise en charge d'un consultant partiellement ou totalement par l'État ou par des financeurs publics, permet finalement d'avoir pour l'entreprise une expertise externe qui ne lui coûte pas et qui lui permet de s'inscrire dans la démarche, dans celle-ci ou d'ailleurs dans toute autre démarche, je dirais, de gestion de ressources humaines. Avec pour objectif, vous le voyez, c'est finalement d'arriver à la conclusion d'un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels. Puisque l'idée dans la démarche de Transco, et je dirais que c'est le point de départ de ce dispositif, c'est de pouvoir identifier au sein de son entreprise des emplois qui sont menacés à court ou moyen terme, pour lesquels on n'a pas forcément des opportunités au sein de son entreprise et pour lesquels on souhaite finalement proposer aux salariés concernés de pouvoir s'inscrire dans une réflexion de mobilité à moyen terme. Et c'est dans ce cadre-là que le dispositif transition collective vient appuyer l'ensemble de l'écosystème que représente l'entreprise pour faciliter soit des évolutions internes au sein de l'entreprise, on est sur un dispositif classique d'accompagnement à la formation des salariés, soit sur des logiques de reconversion qui peuvent conduire à terme le salarié, à l'issue de son parcours de formation, de quitter l'entreprise pour pouvoir capter finalement une nouvelle opportunité sur le marché du travail. Donc, on inscrit vraiment le dispositif de prestation conseil en ressources humaines
dans toute cette démarche pour faciliter finalement l'appréhension par les entreprises de ce dispositif, avec la nécessité pour elles de construire une réflexion qui doit conduire à l'identification des différentes mutations auxquelles elle est confrontée, de pouvoir en parallèle aussi identifier quelles sont les opportunités et de pouvoir ensuite construire finalement ce dialogue au sein de l'entreprise. Donc, soit c'est un dialogue, je dirais, institutionnalisé parce qu'il y a des représentants du personnel au sein de l'entreprise qui vont finalement pouvoir, autour d'une table, échanger sur ces sujets comme ils le font classiquement dans les entreprises avec la direction de l'entreprise. Soit on est sur des entreprises de plus petite taille et en règle générale, c'est l'employeur, donc accompagné le cas échéant par une expertise externe qui va pouvoir établir finalement ceux des emplois qui sont potentiellement menacés et inscrire le cas échéant les salariés dans une démarche d'évolution, de reconversion professionnelle. Donc vous voyez, ce dispositif, il est à la fois accompagné par l'État, je dirais, dans la mise en œuvre très opérationnelle de transition collective, avec des financements qui sont très significatifs et qui permettent pour une très grande majorité des entreprises de faire en sorte que ce dispositif est à coût zéro pour elles. Et en complément, pour faciliter, je dirais, l'entrée de ce dispositif dans les entreprises et la mobilisation de l'outil par ces mêmes entreprises, la possibilité finalement de s'appuyer, là encore, sur des outils financiers qui vont permettre à l'entreprise d'être accompagnée sur l'ensemble du volet RH et notamment sur le sujet de l'identification des emplois menacés au sein de l'entreprise. On est vraiment sur un dispositif qui se veut facilitant pour l'ensemble des acteurs. Et à ce titre, et pour terminer cette présentation synthétique, vous indiquez également qu'on pousse en parallèle la mise en place de plateformes territoriales. Je le disais, le dispositif s'appuie vraiment sur la réflexion de proximité du bassin d'emploi, finalement, où c'est plutôt le bassin d'emploi qui est le territoire pertinent pour réfléchir à des évolutions et des mutations de reconversion. Donc, à ce titre-là, le ministère du Travail a souhaité encourager les démarches de plateformes territoriales. C'est quoi l'objectif et l'enjeu, hein? C'est de faire collaborer sur un même territoire tout un ensemble d'acteurs, faire en sorte que ces acteurs se coordonnent pour faciliter finalement la connaissance par les entreprises de ce dispositif et faire en sorte également qu'on apporte en proximité des solutions qui sont opérationnelles à la fois pour les entreprises et pour les actifs en emploi. Notez simplement que pour ce qui concerne les Pays de la Loire, mais vous le savez très certainement, on est déjà structuré dans le cadre du schéma régional emploi, formation, orientation professionnelle porté à la fois par la région, l'État et les partenaires sociaux, avec des instances de proximité, des comités locaux emploi, formation. Il y en a 18 sur l'ensemble de la région qui jouent déjà finalement ce rôle d'articulation des acteurs et qui sont pour les entreprises une clé d'entrée. En tout cas, je dirais un comité ou une structure de proximité qui va permettre aux entreprises de faire connaître leurs difficultés, qu'elles soient liées à des risques de rupture de parcours, mais aussi des difficultés liées au recrutement pour pouvoir mettre en place des actions sur le développement des compétences, sur l'attractivité des métiers, sur la meilleure connaissance du marché du travail. Et ça, c'est un travail qui est engagé depuis maintenant 3 ans, sur lequel on va s'appuyer, notamment pour déployer le dispositif transition collective. Voilà ce que je voulais vous présenter et pour balayer peut-être un peu rapidement le dispositif, mais vous aurez ces éléments et vous indiquer que nous sommes à l'adresse pour vous accompagner, pour pouvoir répondre à vos difficultés. Donc, ma collègue Morgane Le Tourneau qui est présente aujourd'hui et puis moi-même qui sommes chargés finalement de déployer en Pays de la Loire avec l'association Transition Pro le dispositif transition collective. Voilà pour moi. Merci, monsieur Larget, pour ces éléments.
propose de poursuivre en donnant la parole peut-être à M. Gambert pour Transition Pro et apporter un complément. Je branche mon micro, ça c'est quand même mieux. Voilà. Alors, on avait, Geoffrey, proposé de donner quelques illustrations, en fait, justement pour bien faire comprendre quels étaient un peu les contextes dans lesquels vous pouviez prétendre à mobiliser le dispositif. On est dans un monde qui est complexe, hein, on le voit bien. Je dis souvent cette expression, on manque pas de moyens en France. Souvent, on manque en fait d'identification du bon interlocuteur pour sortir le bon outil. Voilà. Donc c'est ce matin, c'est pas tout comprendre, c'est simplement de pouvoir nous associer auprès de vous et de se dire ah tiens, il y a quelque chose que là je pourrais peut-être utiliser pour mon entreprise. Moi, je voulais vous remercier de nous accueillir ce matin, voilà, parce que c'est aussi important dans notre rôle, comme le disait Denis Larcher, et pour nous aussi à Transition Pro, de façon à ce que vous puissiez détenir cette information-là et puis vous en servir derrière. Voilà. Et puis sachez que vous ne serez pas seul puisqu'il y a un service après-vente entre guillemets, s'il y a besoin. Geoffrey pourra vous redonner nos coordonnées pour qu'on puisse détailler ou répondre à des questions qui sont peut-être plus individualisées. Voilà, c'est surtout ça. Transition Pro, l'association Transition Pro, vous la connaissiez sous le nom de l'ex-Fongecif. Voilà, pour vous resituer. Je vais partager mon écran en espérant que vous puissiez avoir le bon élément. Vous me dites si vous l'avez bien de votre côté, si vous réceptionnez bien. Pour le moment, non. Non, ça ne marche pas du tout. C'est un échec total. C'est vrai. C'est sympa. Alors moi, Denis est plus fort que moi parce qu'il y est arrivé du premier coup. Voilà. Donc bon. Compliqué, je le partage pour vous. Vous charriez un petit peu. Là, c'est l'heure où il faut réveiller les participants. D'accord, ça marche. Donc ça va. Donc vous l'avez bien à l'écran. Bon, voilà. Grosso modo, juste l'association Transition Pro, c'est l'ex-Fongecif. On nous connaît souvent comme le financeur de la reconversion professionnelle, à travers notamment ce qu'on appelle le congé de formation ex-CIF, voilà, qui s'intitule aujourd'hui le PTP. Alors, l'idée, c'est pas que vous reteniez des sigles, hein, on va vous perdre. Excusez-moi, monsieur Gambert, mais moi, je ne vois pas l'écran. Vous êtes sûr de vous, Steven? Ah non, ouais, je ne vois pas du tout, mais je veux pas l'embêter non plus. Mais... Alors, pourtant, je suis bien en partage d'écran. Alors, monsieur Gambert, je vais le faire pour vous, vous inquiétez pas. Attendez, ça marche. Voilà, mais non, mais j'aime bien me faire des petites peurs comme ça, moi, dès le matin, comme ça me réveille, ça réveille tout le monde. Voilà. On est très bon, là. Voilà. Un bel adhérent du MEDEF 44, mesdames. Voilà, faites comme vous voulez, donc c'est comme vous voulez, mais voilà, au moins vous avez effectivement à l'écran, tant mieux, ça fonctionne. Donc, en tout cas, voilà, je me suis présenté, je vous ai dit effectivement qui nous étions. Je vous propose de vous donner deux illustrations qui étaient intéressantes que j'ai rencontrées la semaine dernière. Pour vous donner deux cas de figure. Une toute petite structure et une structure beaucoup plus grande. La première, c'est une structure qui est dans le monde agricole, dans le monde des loisirs, c'est un centre équestre. Je dialogue avec le chef d'entreprise qui me dit, bon, écoutez, moi, mon entreprise va pas très bien. Je songe à vendre de toute façon mon entreprise. J'ai une baisse d'activité, on comprend pourquoi, puisque d'habitude, il y a beaucoup de clients qui effectivement viennent, et là, c'est très limité. Et donc, il m'explique sa situation. Et il me parle de collaboratrices, puisqu'il en a plusieurs, mais il en a deux particulièrement qui me disent, écoutez, elles songent notamment à éventuellement de changer de métier. Elles ne sont pas encore tout à fait sûres. Et je les ai entendues parler en fait d'aller plutôt dans le monde du transport, parce que voilà, elles sont habituées, non seulement dans le monde du cheval, elles ont déjà un peu d'expérience, mais demain, si elles veulent éventuellement rebondir dans notre région, elles pensaient notamment au niveau donc du transport routier, et il y a des besoins à satisfaire dans le monde des transports routiers notamment. Voilà, premier cas de figure. Donc, sachez que Transition Co pourrait être un des moyens qui pourrait permettre à ces collaboratrices de se préparer en fait à ces futurs métiers et de pouvoir rebondir donc habilement. Si l'entreprise, à un moment donné, ne peut pas redresser sa situation ou si elle ne peut pas donc redémarrer. Voilà, donc ça, c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure, c'est en fait une société qui est sur notre région,
beaucoup d'effectifs, une grande entreprise qui en fait travaille habituellement avec le secteur agricole et en fait avec effectivement les réformes écologiques qui se mettent en œuvre, elle doit recentrer certains métiers et notamment des métiers de conseil, de vente, puisqu'il y a un recentrage du fait. Donc, il va y avoir une mutation de ce métier-là. Et parmi donc les solutions, la responsable des ressources humaines donc songe bien évidemment à recentrer le métier avec un parcours de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà acté. Mais il y a aussi parmi ces effectifs des personnes qui ne pourront pas ou ne voudront pas en fait s'associer à la mutation de ce métier. Et là, parmi ces effectifs, il se peut qu'il y ait des personnes qui regardent des métiers, encore une fois, où il y a des besoins à satisfaire en Pays de la Loire, photovoltaïque, les métiers de l'artisanat. Voilà, donc il y a plein de pistes, mais là, ça concerne chaque salarié individuel qui peut être porteur d'un projet. Voilà deux cas de figure, petite structure ou grande structure, où il peut y avoir une réflexion qui est à mener et le réflexe d'aller chercher cet outil que l'État nous propose à l'heure actuelle, que je résumerai en disant agir plutôt que subir. Voilà, ça permet de préparer à l'heure actuelle. Bien évidemment, à la fin de cette intervention, l'idée, c'est que vous posiez des questions, que vous fassiez part de vos remarques, de vos commentaires. On a besoin aussi de vos retours. Avec la DRETS, nous assurons effectivement cette information auprès de vous et auprès d'autres. Sachez que le dispositif, il est nouveau et on a besoin aussi d'entendre vos réactions par rapport à ça et d'ajuster aussi, nous, notre discours par rapport à ça. Je vous propose aussi de partager quelques avantages que j'ai pu déceler. Alors, parfois, c'est pas forcément mes mots, c'est des mots de chef d'entreprise, voilà, aussi, et des mots de salariés qu'on a captés. Donc, c'est des verbatim. Regardez bien quels avantages il y aura à utiliser cet outil. Les entreprises disent, écoutez, bien, utilisez la période pour préparer les mutations, voilà. C'est pas forcément toujours joyeux à l'heure actuelle, donc on en profite plutôt pour préparer cela. Clairement, d'autres disent c'est éviter le licenciement aussi. Voilà, éviter aussi de perdre des compétences pour répondre à la reprise. J'entendais ce matin à la radio, voilà, que globalement il y a aussi cette crainte à un moment donné de se dire on risque de perdre des gens et de ne pas pouvoir répondre demain à l'activité qui peut redémarrer plus ou moins forte. D'autres entreprises disent oui, c'est aussi un moyen de soulager ma situation financière. Voilà, faut pas se le cacher. Voilà, c'est aussi des verbatims utilisés. C'est aussi d'utiliser la notion de démarche simplifiée. Denis Larcher vous l'a dit tout à l'heure. Moi, il y a à peu près 2 mois, je ne connaissais pas ce dispositif que je partage avec vous. Je me mets à votre place. Ça paraît toujours un peu complexe d'enclencher les choses. Alors, sachez que, vous n'êtes pas seul. C'est que nous sommes là pour vous accompagner, pour justement répondre à vos démarches et vous faciliter la mise en œuvre de ce dispositif. Deuxièmement, c'est vrai que quand même, c'est plus simple quand on compare cet outil à d'autres mesures qui ont déjà été mises en œuvre. Je vous rentrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Autre cas de figure, c'est de faire bénéficier, Denis Larcher vous l'a dit tout à l'heure, d'un accompagnement qui est gratuit pour vos collaborateurs. Ils peuvent bosser sur leur projet, ils peuvent vérifier si oui ou non ils peuvent mobiliser ces financements, ils peuvent travailler l'après-formation. Est-ce que je reviens dans mon entreprise? Est-ce que je quitte mon entreprise? C'est quoi effectivement le bon outil avec mon employeur pour partir du mieux possible? Voilà, ça c'est des questions qui sont souvent difficiles à aborder. Et bien là, il y a le service de conseil en évolution professionnelle qui est là pour y répondre. On se connecte à eux si vous en avez besoin, ou on vous met en relation à eux. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a 2 volets dans Transition Co. On l'a dit, c'est un volet plutôt agir plutôt que subir. Puis un autre volet, je le partageais avec certaines d'entre vous qui participaient à cette réunion aujourd'hui. C'est aussi une manière de répondre aux besoins de recrutement, mais d'autres entreprises. Voilà. Parce qu'il y a des besoins, et heureusement, ça fait du bien de l'entendre en Pays de la Loire. On a des entreprises qui vont bien, on a des entreprises qui sont même en difficulté de recrutement et qui voient à travers ces dispositifs une solution de se dire, mais est-ce que je pourrais pas avoir des candidats là qui globalement que vous aurez en stock et que je pourrais éventuellement traiter en termes de candidature pour satisfaire mes besoins. Voilà. Alors ça prend un peu plus de temps de ce côté-là, mais ça fait partie également du système.
Si on regarde le côté de vos collaborateurs, eux, c'est la possibilité de saisir une opportunité d'entamer un projet de formation dans un contexte qui, eux aussi, est particulier. C'est aussi de se préparer à un métier porteur. Ce qu'il y a de bien dans ce dispositif, c'est qu'on connaît le métier qu'on exerce aujourd'hui, qui est donc fragilisé, qui risque de disparaître ou qui nécessite en tout cas une mutation. Et on identifie automatiquement le métier d'entrée future. On sait où on va et on prépare la personne là où elle va aller. Et il y a des très fortes chances de concrétiser cet investissement en formation. Voilà, c'est l'une des premières fois où c'est aussi net que ça, de l'investissement financier pour satisfaire des besoins futurs déjà fléchés. Et c'est ce que disait donc tout à l'heure Denis Larcher à travers cette fameuse liste des métiers porteurs. Éric de Neuvebourg, donc qu'on a rencontré cette semaine, nous faisait part de ses besoins dans sa filière métier. Voilà, c'est des métiers porteurs. On sait que si on a des publics qui demain peuvent aller dans ces filières de métiers, eh bien tant mieux, on facilitera la mise en relation. C'est être accompagné pour eux aussi donc dans leur transition, éviter le licenciement. Hein, et je retrouverai une phrase que j'ai entendue aussi ce mois-ci d'un bénéficiaire. Bah, écoutez, on peut changer de métier sans passer par la case chômage. Voilà, c'est aussi ne pas faire supporter la charge financière au système de l'indemnisation. Voilà, je suis un grand bavard, donc je vais plutôt vous redonner un petit peu maintenant le schéma. Je vous ai dit que effectivement, on était quand même sur des démarches normalement simplifiées. Regardez, aujourd'hui, on est sur le temps de l'information de l'entreprise. Si vous souhaitez en fait entrer dans la démarche, Denis Larcher vous a effectivement indiqué tout à l'heure, et c'est une préconisation que je partage avec vous aussi, le diagnostic de ressources humaines, cette prestation de PCRH qui permet effectivement de se poser les bonnes questions, de bien écouter votre situation, votre contexte, d'identifier les besoins et de vous aider à finaliser ce qu'on appelle l'accord de GEPP. Ce fameux accord de GEPP, vous en avez un extrait sur notre site internet et de toute façon, je vous ai mis dans le support un lien direct pour justement en voir un. Vous verrez, c'est un formulaire qui se remplit plutôt assez facilement. Quels sont les métiers qui sont fragilisés? Quel est votre contexte? Combien de personnes ça concernerait? Voilà, c'est des questions légitimes que vous, de toute façon, vous allez vous poser et vous les écrirez. Vous allez donc les faire enregistrer ces démarches-là auprès de la DREP. Voilà, Denis Larcher vous l'a dit tout à l'heure, ces services vont enregistrer, vont pouvoir valider votre contexte et ensuite vous dire, OK, maintenant, vous allez passer à la formulation de demande de prise en charge. Et c'est là où Transition Co va commencer à intervenir auprès de vous. Nous allons vous accompagner à formuler votre demande de financement pour les collaborateurs qui sont concernés. Nous allons faire appel à nos collègues de conseil en évolution professionnelle pour que vos salariés qui vont être volontaires dans cette démarche soient bien informés, soient rassurés, qu'on réponde à toutes leurs questions et surtout qu'on les prépare bien aux futurs métiers auxquels ils pourraient prétendre demain. Le dossier va passer dans une commission. Nous avons une commission spécifique pour ça et on vous répond. À ce moment-là, votre salarié part en formation et on suspend son contrat de travail et il est pris en charge par effectivement l'État, comme vous le disiez, Denis Larcher tout à l'heure, en matière de frais de salaire et en matière de frais de formation. Voilà, c'est une illustration. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail pour que si jamais vous en avez besoin, vous puissiez vous dire, bon, j'appelle ou la DRET ou Laurent Gambert pour pouvoir avoir un peu plus d'informations concrètes. Je vous ai récapitulé ces étapes-là sous une autre forme. Vous pourrez les relire tranquillement, donc à partir du support que je vous ai donné. Sachez aussi que parfois ça peut faire peur quand on est une toute petite entreprise. Le centre équestre que je vous disais tout à l'heure, ils sont 6. Vous voyez? Donc quand on parle d'accord GEPP, PCRH, oh là là, c'est quoi ce langage? Ça peut faire peur. On démystifie tout, on simplifie et on explique. Voilà. Encore une fois, de vous dire que vous n'êtes pas seul dans ces démarches-là. Et puis vos salariés également ne le sont pas. Ça veut dire que à aujourd'hui, si effectivement vous dites tiens, je me retrouve dans cette situation qu'on a évoquée. J'aime bien ce côté agir plutôt que subir.
ça pourrait être pas mal que je regarde si j'ai des collaborateurs qui voudraient se positionner sur un autre métier porteur. Je passe un coup de fil et je vois comment je peux t'aider, être accompagné moi-même en tant que chef d'entreprise, mais aussi comment mes collaborateurs qui pourraient être intéressés soient bien informés et soient rassurés. Et ça sera notre rôle. Je voulais vous partager avec vous aussi ce que l'on peut se poser comme question aujourd'hui avant d'aller dans cette démarche. Il y a 3 points clés que je partage avec vous. D'abord, c'est de pouvoir comprendre où vous en êtes, c'est-à-dire quel est le contexte de votre entreprise, dans quelle situation vous êtes, comment est votre marché, quelle perspective vous avez. Ce sont des questions qui sont complètement légitimes. Bien vous écouter là-dessus. La stratégie de votre entreprise, c'est où est-ce que vous êtes aujourd'hui positionné, où est-ce que vous avez envie de vous positionner à court et moyen terme. Enfin, quels sont les leviers qui pourraient répondre à votre situation, votre stratégie, et quel est le plan d'action qu'on peut effectivement en décliner. Et je vous ai mis quelques questions, voilà, que je partage avec vous, à la fois sur la situation d'entreprise, que vous pouvez vous poser pour commencer à agir, à la fois sur la stratégie et à la fois sur les leviers. Et dites-vous bien qu'en répondant à ces quelques questions-là, vous avez effectivement cette prestation de conseil en ressources humaines que nous vous recommandons fortement pour pouvoir agir et aboutir à un plan d'action. De cette prestation de conseil en ressources humaines, vous vous connectez après à nous pour qu'on puisse effectivement être le bon interface. L'idée, c'est que vous avez ce qu'on appelle des OPCO, vous avez des conseillers en évolution professionnelle, vous avez l'ADRET, vous avez l'association Transition Pro. En fait, il y a une foultitude d'acteurs. Là, on va simplifier. Vous avez des coordonnées, vous nous appelez et on fera l'interface avec ces acteurs. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à quelques illustrations et essayer de vous faire découvrir en tout cas ce dispositif. Et à la fin de ce diaporama, vous avez les contacts qui ont déjà été donnés de toute façon par Denis Larcher et que je vous remets à disposition ici. Il y a même des boîtes à outils qui ont déjà été aussi données tout à l'heure et que je partage avec vous. Et la clé d'entrée pour la PCRH, c'est l'OPCO, c'est bien ça, c'est ce que vous indiquez là. La clé d'entrée pour le PCRH, c'est l'OPCO, oui. On est bien d'accord, ça veut dire que chaque entreprise, chaque adhérent, bien sûr, a un OPCO de rattachement et il active son OPCO, c'est bien ça. Voilà, et puis même si à la rigueur l'entreprise se trouve un peu comme par exemple le centre équestre, vous lui parlez d'OPCO, c'est une toute petite entreprise, ça fait un peu difficile. Il m'a appelé, c'est moi qui ai appelé, j'ai repéré le bon OPCO et je me suis mis en relation avec mon homologue au sein de l'OPCO. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez être facilitant, ou Monsieur Larcher ou vous-même, vous pouvez être facilitant pour mettre en lien avec les bons correspondants au niveau de l'OPCO, c'est bien ça? Exactement. Ah, c'est super ça, bravo. Okay. Bon. En fait, on a même généré un annuaire à l'échelle régionale avec chaque OPCO qui nous a fléché un référent Transco au sein de sa structure. Ah, d'accord. Donc, on a vraiment des personnes bien identifiées à chaque étape. D'accord, donc vous avez clairement identifié la personne d'entrée qu'il fallait joindre par téléphone ou par mail. C'est fait, super. Merci beaucoup. Bravo. En fait, on a vraiment voulu simplifier les choses. La clé d'entrée, c'est DREDS et Transition Pro pour éviter de démultiplier les acteurs et d'avoir un paysage trop dense. Et après, c'est nous qui repassons la balle. D'accord, donc je reprends, pardon, on passe d'abord en 1 par vous et après, éventuellement, vous dites allez voir votre pro, etc. C'est bien ça. Mais en 1, c'est vous, c'est bien ça. Oui, absolument. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et si jamais en 1 c'est l'OPCO, c'est pas grave, l'OPCO nous oui, informe. On peut considérer que ça marche ensemble, bien sûr, mais j'en doute pas, bien sûr. Mais en 1, c'est bien vous la porte d'entrée, on est bien d'accord. Okay. Oui, c'est beaucoup plus simple pour les entreprises, je pense. Ah, mais j'en conviens, mais c'est un message très clair. C'est pour ça que c'est parfait, ok, super. On va mettre en place, même si c'est pas encore tout à fait calé, mais on va mettre en place une adresse mail générique pour que Laurent Gambert et l'adresse soient les adresses mail, on va mettre des règles pour que Laurent et moi soyons prévenus des entreprises qui prêtent des infos, qui se lancent dans ce dispositif. Oui, ça veut dire que nous, on pourra certainement relayer aussi massivement cette information. Parce que je pense qu'il faudra qu'on le fasse régulièrement, Geoffrey. On a bien conscience que c'est simplifié au max. C'est nous après qui on pourra le relayer connaissons un peu mieux le paysage d'acteurs. C'est beaucoup plus facile. Ok, super, merci.
Merci pour ces premières interventions. Merci à vous, effectivement. Je vous propose de passer la parole à Monsieur Deneufbourg pour apporter un témoignage. Alors, Monsieur Deneufbourg, qui est dirigeant de l'entreprise Humanet 44, qui va pouvoir se présenter et peut-être faire état de certains besoins, certaines attentes qui peuvent exister vis-à-vis de ce dispositif, et ce, avant d'amorcer un temps d'échange, effectivement, avec les participants. Monsieur Deneufbourg, je vous laisse la parole et je vais projeter votre présentation. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Donc, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Donc, effectivement, je m'appelle Éric Deneufbourg, je suis le gérant de Humanet, qui est un service d'aide et d'accompagnement à domicile de Nantes. Alors, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour comment dire, vous apporter un éclairage, en quelque sorte, sur les secteurs qui sont en tension de recrutement, tels que le nôtre, et qui peuvent apporter des solutions aux entreprises dont vous venez de parler à l'instant. Celles qui sont en difficulté économique ou celles qui sont en mutation technologique. L'entreprise que je dirige emploie essentiellement des personnes qui s'appellent des assistantes de vie, c'est-à-dire des personnes qui prennent soin de personnes âgées ou de personnes handicapées à leur domicile. Et ce métier-là est un métier en tension sur le territoire. Ça s'explique tout simplement par le besoin démographique de la population française, et en particulier celle du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un tel besoin pour, dès aujourd'hui et pour les années à venir, à aider à domicile les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, que les formations existantes n'arrivent pas à faire face aux besoins. Et donc, il est absolument nécessaire d'attirer de nouvelles personnes en complément de celles qui sortent de la formation initiale pour aller vers ce métier, pour que, eh bien, on puisse répondre aux besoins du territoire dans les années à venir. Et quand je dis dans les années à venir, c'est vraiment de façon durable. Ce n'est pas juste pour quelques années, c'est pour 10, 20 ans, voire même plus. Si on se positionne aujourd'hui dans cette intervention, c'est parce qu'on a acquis déjà une certaine expérience depuis plusieurs années sur une démarche similaire avec nos partenaires. La démarche, peut-être certains d'entre vous la connaissent, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit individuelle ou collective. Et donc, dans notre filière, la filière donc service à la personne, pour laquelle l'aide à domicile est une partie significative, eh bien, un certain nombre d'acteurs travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années. Parmi ces acteurs, il y a bien évidemment Pôle emploi, il y a la Maison de l'emploi, les missions locales, l'OPCO, alors, pour ce qui concerne notre entreprise, c'est l'OPCO des entreprises de proximité, des organismes de formation, donc IP2S, Retravailler dans l'Ouest, mais il y en a d'autres sur Nantes, et puis la filière SAP, le territoire en soutien avec la Maison de l'emploi, a créé une filière service à la personne qui regroupe eh bien, quasiment l'ensemble des employeurs du territoire, justement pour engager ensemble des actions communes pour faire la promotion de cette activité, de ces métiers, et pour attirer à eux, compte tenu des enjeux qu'il y a de recrutement futur. Donc concrètement, cette expérience que nous avons acquise, elle permet de faire tout ce qui est écrit sur le slide que vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en mesure de pouvoir faire découvrir aux gens qui veulent aller vers ces métiers-là en quoi ça consiste, au travers d'immersion, ou bien un autre terme un peu plus barbare qui est PMSMP. Donc l'idée, c'est qu'une personne aille au contact d'autres professionnels, les accompagner pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, pour vivre le métier et se rendre compte de ce que c'est, de la réalité, pour ensuite aider à faire le choix. Ensuite, lorsque cette personne a découvert le métier et que ça lui donne envie d'y aller en quelque sorte, eh bien,
par nos partenaires, on est en mesure de lui apporter une formation en fonction du temps dont elle dispose. C'est une formation qui peut être courte, de 3 à 4 mois. Ça peut être une formation plus longue, qui peut être sur 9 mois, voire sur 12 mois, sachant qu'il y en a de plusieurs natures. Mais en tout cas, il y a des centres de formation dont c'est la vocation, qui font partie du dispositif et qui sont en mesure, tout au long de l'année, de pouvoir apporter cette compétence aux personnes qui souhaiteraient aller vers ces métiers-là. Les structures qui font partie de la filière SAP peuvent également accueillir en stage, parce que les formations s'accompagnent de stages, il y en a de nombreux, et tout au long de la durée de la formation, chacune de ces structures est en mesure de pouvoir accueillir alors parfois c'est des stages de 15 jours, parfois c'est des stages de 2 mois. Enfin, bref, vous voyez, il y a un éventail qui est très large et on est tous en capacité de pouvoir le faire. Et puis enfin, lorsque les personnes ont suivi tout ce parcours, qu'elles sont découvertes, qu'elles sont formées, qu'elles ont été accueillies en stage, eh bien, comme la filière est demandeuse aujourd'hui, elle est en mesure de pouvoir employer en CDI directement au sortir de la formation. Donc, nos métiers, ce sont des métiers qui sont des métiers profondément humains. C'est très important puisque c'est basé sur l'aide humaine auprès de personnes. Donc, l'idée, c'est d'attirer à nous des personnes qui ont envie d'apporter cette palette, en quelque sorte, qui ont ça en eux-mêmes et qui ont envie d'apporter cette palette dans l'expérience professionnelle qu'ils ont envie de vivre pour leur futur. Comme nous nous adressons à des gens de tous horizons, en fait, notre recrutement s'adresse aussi à des personnes de tous âges, de profils différents, et ce, quelle que soit la période de l'année. C'est-à-dire qu'on recrute tout au long de l'année. Il n'y a pas juste une période pendant laquelle le recrutement est ouvert et le reste de l'année, il serait fermé. On est en mesure de le faire tout au long de l'année. Nos besoins sont réguliers. J'ai indiqué ensuite quelles étaient les durées de contrat de travail, parce que notre métier est souvent assimilé à du temps partiel, c'est vrai. C'est le cas de la majorité de ceux qui l'exercent. Mais comme vous pouvez le voir, les temps partiels sont quand même assez conséquents, puisqu'ils vont de 104 heures jusqu'à un temps plein. Et par exemple, dans notre structure, la moyenne est à 130 heures. Donc, on n'est pas à un temps plein, mais on n'en est pas très éloigné. On est sur des taux horaires qui sont aujourd'hui un peu supérieurs au SMIC et qui vont avoir tendance de façon significative à s'améliorer parce que on va dire que la crise Covid a mis en lumière nos métiers et a fait prendre conscience à la société française que ces métiers étaient d'une telle nécessité qu'il est nécessaire de les revaloriser financièrement pour apporter des meilleurs salaires à ces personnes-là. Et il y a une dynamique qui est en cours et qui va aboutir dans les mois qui viennent pour revaloriser de façon assez significative les personnes qui exercent ce métier. Donc, nous, aujourd'hui, on se situe déjà à ce niveau-là et ça va augmenter dans les mois qui viennent pour tenir compte des conséquences, en quelque sorte, du Covid. Bon, et puis après, nous avons un métier particulier qui fait que nous allons au domicile des gens. Donc, il est important qu'on puisse les indemniser sur les frais et les temps de déplacement et les mutuelles. Et nous avons mis en place également des primes annuelles qui contribuent en quelque sorte à améliorer les conditions financières de ces personnes compte tenu de la particularité dans laquelle elles l'exercent. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième slide. Voilà, donc là, on va plus faire un focus en quelque sorte sur notre structure parce qu'elle est un petit peu atypique et elle ouvre la voie sur un mode de fonctionnement qui est en train maintenant de se répandre en Loire-Atlantique. Donc, sachez juste que c'est une structure qui existe depuis 2005, donc il y a maintenant 16 ans d'existence. Donc, notre cœur de métier, c'est l'aide à domicile. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous employons essentiellement des assistantes de vie, donc des personnes qui aident au quotidien à leur domicile, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap.
et cela sur l'agglomération de Nantes. En quoi ça consiste, aider des personnes à leur domicile, des personnes ayant ce profil-là? C'est essentiellement des actes essentiels de la vie, donc c'est aider quelqu'un à se lever, à se coucher, à faire sa toilette, à s'alimenter. C'est aussi le maintien et le développement de la vie sociale, parce que quand on perd de l'autonomie, on a tendance à se recroqueviller sur soi, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple, et l'idée, c'est de favoriser en quelque sorte le maintien de la vie sociale le plus longtemps possible, parce que c'est ainsi qu'on va conserver aussi le plus longtemps son autonomie. Et puis enfin, il y a l'entretien du cadre de vie. C'est ce qu'on a l'habitude plus communément d'appeler l'assistance aux tâches ménagères. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, c'est une activité qui est très encadrée, puisque nous sommes déclarés et agréés auprès de la Directe, alors maintenant la DRETS. Et nous sommes aussi, du fait de notre activité auprès de publics fragiles, autorisés par le Conseil départemental 44 de la Loire-Atlantique. Donc, notre vocation, c'est de prendre soin de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap à leur domicile pour les activités que je vous ai décrites précédemment. La spécificité de notre structure, et nous avons été, si ce n'est une des premières, en tout cas dans les premiers à le mettre en place ici sur la Loire-Atlantique, c'est que nous exerçons notre activité sous forme d'une entreprise libérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous avons pris pour postulat qu'il était important dans notre métier, parce que l'aide à domicile consiste à une relation forte entre une personne qui a besoin d'être aidée et une personne qui l'aide, et que ce sont ces deux personnes-là qui sont les mieux placées pour entretenir le bon accompagnement et le bon suivi d'une personne dans la durée, de la relation dans la durée. Nous avons décidé de faire confiance aux aides à domicile pour gérer la relation client et en particulier l'organisation de leur travail et plus généralement toute la partie opérationnelle de notre activité. Donc, ce choix que nous avons fait a contribué en quelque sorte à avoir une approche complètement différente de notre activité professionnelle, à faire renaître des vocations, à redonner de l'envie aux personnes qui l'exercent, et finalement à aboutir à une qualité de vie au travail et une qualité de service auprès des clients qui est bien meilleure que celle que nous avions auparavant. Donc le slide suivant, justement, montre bien quels sont les… En fait, nous avons travaillé d'abord sur nous-mêmes, sur la façon que nous avions de travailler, dans le cadre de notre entreprise libérée, pour ensuite aboutir à une meilleure qualité de service rendu auprès de notre clientèle. Et comme je vous l'ai dit, ça consiste donc à faire confiance aux gens, donc finalement à leur donner le pouvoir, la compétence, par le biais de la formation, sur des tâches qui vont au-delà de juste l'accompagnement de la personne et qui couvrent l'organisation de leur travail, qui couvre le recrutement de leurs collègues, qui couvre la relation aussi avec les professionnels médico-sociaux du territoire sur lequel ils interviennent. Bref, leur donner de la polyvalence, des compétences complémentaires pour élargir leur champ d'intérêt, en quelque sorte, dans l'exercice de leur activité. Le ressenti qu'elles ont, bien évidemment, c'est que c'est très valorisant dans le cadre de l'exercice de leur métier. On leur fait confiance, ça c'est très important, elles font plus de choses et elles se sentent du coup avoir une reconnaissance non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de la société française, j'entends, sur le territoire de qu'elles appellent. Et donc du coup, elles ont beaucoup plus plaisir à exercer leur métier et ça redonne des vocations. Pour faire ça, au-delà de la confiance, il y a autre chose qui est important, c'est la communication. Alors peut-être que certains, si je parle de communication non violente, ça leur dit quelque chose. Bon, je ne veux pas vous couper la parole, c'est désagréable et pas poli, mais si vous voulez bien… Abréger. Voilà, parce qu'il nous reste, après 10 minutes, il nous reste 20 minutes d'échange. Je suis désolé, mais je suis obligé de vous… Je comprends. Et désolé, merci pour cette belle présentation, parce qu'on gardera les supports aussi. Oui, si vous voulez bien conclure, vous seriez gentil. Parce que oui,
On ouvre le débat après avec d'autres intervenants. Je comprends. Donc, je voulais juste terminer par cela, dire que la communication non violente, c'était un élément important qui contribue justement à cette nouvelle façon de travailler. Et donc, voilà, c'est une façon nouvelle d'exercer le métier. Elle est en train de se dupliquer de façon étendue dans notre branche d'activité sur la Loire-Atlantique et aussi en France, sur le territoire national. Et donc, ce métier en tension est en train vraiment d'avoir commencé sa mutation pour pouvoir accueillir les personnes qui sont issues d'autres activités et qui aimeraient y venir avec une envie tournée vers l'aide humaine. D'où l'intérêt pour Transco, c'est ça? Donc, exactement. En résumé, vous ouvrez grand les bras à des collaborateurs d'entreprise qui peuvent ou qui envisagent ou qui de bouger, de muter ou de traverser des périodes difficiles. Vous dites, venez chez nous, on est preneurs et vous avez parfaitement bien valorisé votre entreprise et votre activité. Merci beaucoup, monsieur. Et toute la branche est prête à le faire. Et en plus, vous êtes porte-parole de la branche, et bien écoutez, bravo. Ok, encore plus d'entreprises. Merci. Merci beaucoup, monsieur Debourg. Excusez-moi de vous. Vous avez eu raison. Ouais, je suis désolé. Voilà, on peut peut-être. Il nous reste 20 minutes, si je ne m'abuse. C'est à 10h30 qu'on prend la. Tout à fait. N'hésitez pas. Est-ce que les uns les autres, vous souhaitez intervenir et prendre la parole? Je vous en prie, c'est libre. Allez-y. À l'oral ou à l'écrit, comme vous préférez. Pardon? À l'oral, à l'écrit, c'est ouvert. Allez, on y va. Comment fait-on pour les demandes de parole? On lève la main, on envoie un petit chat? Bien, disons que vous avez la parole, Madame Duport. Je vous remercie. C'est passionnant, il y a plein de choses qui ont été dites, je crois. Je vais me présenter en 2 mots. Je suis Sylvie Duport-Mailly, je suis la gérante du cabinet de recrutement Laurie Conseil. Et en partenariat avec 360 Formations, qui est un centre de formation nazérien, nous essayons de pallier aux difficultés qu'ont les métiers du paysagisme et de la pépinière à trouver des salariés. Je crois qu'il peut y avoir de belles reconversions dans ces métiers-là aussi. Je sais les difficultés par rapport à notre intervenant précédent dans tous les métiers du soin à domicile. En effet, ce n'est pas simple pour eux et c'est aussi un très joli métier. Bon, moi, je suis plutôt sur les métiers du paysagisme. Plein de choses ont été dites ce matin. Je retiendrai simplement en tant qu'acteur qui va mettre en place des gens, qui a les entreprises qui recherchent et qui voudraient mettre en place les gens par le biais d'une formation, qui voudraient mettre en place des ouvriers paysagistes dans les entreprises. Je retiens un acteur, moi, qui est essentiel de mon point de vue, c'est la structure, et en l'occurrence les structures, qui ont le personnel, c'est-à-dire qui sont au courant des entreprises qui recrutent. Ce sont les différents, je crois qu'il y a quelqu'un, il me semble, hein, qui fait partie d'Altedia, qui est parmi nous ce matin. Voilà un acteur important. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont… Parce que connaître le métier en tension et puis savoir quelle entreprise recrute, c'est somme toute pas très compliqué. Par contre, trouver le personnel, c'est assez compliqué. Donc, dans un souci d'efficacité, il faudrait vraiment que ces structures de type Altedia fassent connaître aux entreprises qui recherchent eh bien, les différents profils qu'ils ont à mettre en poste, puisque ce sont eux qui ont le personnel, ce sont eux qui sont au fait et au courant des gens qui sont chez eux, puisque les entreprises ont licencié. Voilà, je crois qu'il faut remettre l'humain au centre des préoccupations. C'est une phrase qu'on dit beaucoup depuis quelques années. Mais je crois que c'est ça, il faut partir du candidat. Et ce sont les conseillers en évolution professionnelle qui ont les candidats. Voilà, je voulais juste spécifier ceci. Je vous remercie. Merci, madame. Est-ce que quelqu'un… Du coup, je peux me permettre de bien sûr, au contraire. proposition. Au contraire. Donc effectivement, vous voyez, en vous écoutant, Madame Duport-Mailly, j'étais tout de suite, donc Pascale Gagneux, directrice du développement de LHH Altedia sur les Pays de Loire. J'étais donc tout de suite en train de faire le lien et transmettre vos coordonnées à nos chargés de relations entreprises, justement, qui font la jonction entre les personnes que l'on accompagne, donc en situation de reconversion, vers les opportunités de formation ou d'emploi que vous pouvez représenter. Mais j'ai envie de dire, cela dit, ou en tout cas préciser que
dans ce contexte-là, Altedia est mobilisé pour des gens qui, malheureusement, sont déjà dans des situations contraintes de reconversion, puisque peut-être concernés par un plan de départ volontaire ou même un PSE. Moi, ce qui m'intéresse dans les propos que j'ai entendus, et vraiment merci à chacun de ces précisions que j'ai trouvées très claires et pour une fois présentées de manière pas ludique, mais enfin en tout cas très, très accessible. Ce qui m'intéresse, c'est l'anticipation, c'est de dire que quand on est au plan de départ volontaire ou quand on est au plan PSE, bon, c'est très très bien et c'est pas mon métier qui va démentir ça, mais c'est déjà tard. Ce que je trouve intéressant dans transition collective, c'est l'anticipation, c'est la possibilité de se dire avant d'en arriver là, un petit peu comme le monsieur du centre équestre qui anticipe éventuellement une difficulté, de se dire tiens, somme toute, qu'est-ce qui se passe? Donc à cet égard, nous on travaille énormément effectivement avec l'OPCO et dans le cadre des référencements PCRH pour être y compris auprès des toutes petites entreprises dans le diagnostic, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Comment ça peut fonctionner? Et l'autre élément ou complément, quand on est sur le processus de reconversion, un autre point auquel on croit beaucoup, beaucoup, c'est quand même la question de la validation des acquis d'expérience, sous-entendu évidemment parcours de formation relatif aux métiers cibles, mais on oublie souvent que, au-delà de l'économie, évidemment, du budget formation que ça peut permettre, c'est aussi parfois le premier pas vers la confiance ou en tout cas vers le fait que la transition soit vécue positivement, c'est-à-dire qu'on valorise ce qu'on a acquis dans l'expérience actuelle et on cherche le lien déjà avec un autre métier cible. Donc c'est un peu mes deux commentaires ce matin, de dire le plus d'amont, le plus de diagnostic et notamment pour beaucoup avec les OPCO, bien sûr, en tout cas par leur intermédiaire, mais aussi d'autres formules en complément de la formation, parce que la question pour le salarié qui est toujours la même, c'est je sais ce que je quitte, je ne sais pas vers quoi je vais, il y a toujours forcément une difficulté ou en tout cas le fait de vivre comme un échec la sortie de l'entreprise. Notre métier, c'est aussi de proposer que la sortie de l'entreprise, c'est surtout le rebond vers une deuxième ou une troisième, et donc c'est positif. Donc, voilà un petit peu mes commentaires par rapport à ce matin. Merci, Mme Gambieux. Merci beaucoup. Je veux bien réagir si vous voulez. Monsieur Larcher. Oui, voilà. Merci, Mme Gambieux. D'abord, d'illustrer le fait que le dispositif de prestation conseil RH est un vrai outil pour les entreprises et notamment pour les plus petites d'entre elles. Vous en faites la démonstration en étant interlocuteur dans ce cadre-là. Et puis aussi, effectivement, réinsister sur le fait que nous, on souhaite, le dispositif transition collective souhaite capter l'étape d'avant, celle de la restructuration. C'est tout l'enjeu finalement de notre communication et vous y contribuez de ce fait. C'est vraiment de faire en sorte que l'entreprise se pose la question avant d'être confrontée à la nécessité de rupture de parcours contraint pour le salarié. Et on sait que c'est toujours plus compliqué finalement d'engager des démarches de reconversion quand on est à ce stade-là et peut-être quand il y a la capacité d'anticiper au maximum, les choses se font de façon plus simple et plus fluide pour tout le monde et dans l'intérêt de tous. Parce que si on est sur une logique purement économique, ben, le coût pour l'entreprise, il est bien plus important quand il y a une rupture contrainte du contrat de travail que quand l'entreprise anticipe et s'appuie finalement sur des outils qui sont très fortement financés par l'État, qui sont pour beaucoup d'entreprises à coût zéro. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aussi mettre en avant auprès des entreprises. La notion économique, elle est vraiment favorable au dispositif comparativement à l'attente et au risque de devoir rompre le contrat de travail avec toutes les conséquences que ça a aussi au sein de l'entreprise pour ceux qui restent présents. On oublie souvent que parfois la dynamique de l'entreprise est aussi cassée par des ruptures contraintes de salariés. Mais vous savez, Monsieur Larcher, moi, ça me fait, je pense que c'est le vrai sujet, le vrai enjeu, l'originalité de la démarche. Et ça me rappelle, même s'il n'y a pas de lien, bien que, bon, vous savez, quand il y avait une réforme du droit des sociétés, notamment des entreprises en difficulté, et qu'on a introduit la période de sauvegarde.
qui était elle-même l'interprétation en droit français de l'article 11 aux États-Unis. C'était difficile pour un chef d'entreprise d'accepter de faire la démarche en amont, de dire attention, je risque de me casser la gueule, donc il faut que justement je mette en place des dispositifs 1 an, 2 ans avant qui nous permettent de passer cette crise. Là, on est dans la même logique. Il faut qu'on sorte en effet de cette démarche en disant soit il y a le job, soit il y a le licenciement. Non, au contraire, il y a plein de choses en amont et maintenant il y a les moyens de. Et je crois que c'est ça où il va falloir qu'ensemble on arrive à faire passer ces messages, et notamment auprès des petites entreprises, j'insiste lourdement, qui n'ont pas en effet les hommes clés, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les techniciens associés à ces métiers, pour leur faire comprendre qu'il y a des solutions qui existent. Et puisqu'en plus, vous savez très bien que toutes les équipes et les chefs d'entreprise et les collaborateurs sont très attachés à leur entreprise. C'était un vrai déchirement quand il y a à un moment donné, quand il y a un licenciement, quand il y a des départs massifs. C'est un drame humain. C'est évident, hein, il faut le redire. Donc, ça veut dire que je pense que justement, ce dispositif, et c'est l'originalité de cette démarche, qui est fortement financée en effet par les pouvoirs publics, elle est une réponse originale et très, très pertinente à cela. Ça oblige en plus, ça nous oblige en tant que chef d'entreprise à réfléchir en amont et dans une notion de gestion quotidienne des RH, etc. Enfin, c'est très intéressant. Enfin, moi, je suis vraiment très, très enthousiaste autour de ce dispositif. Mais ça va être long de le faire comprendre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va être long de le faire comprendre. Il va falloir qu'on fasse beaucoup d'actions de promotion. Mais c'est très bien. Qu'est-ce qui serait frein à cette compréhension, selon vous, Monsieur Tostivin? Eh bien, c'est l'identification d'abord la démarche, parce qu'elle est originale. Et là, je parle bien de la TPE-PME. Hein. Et deux, l'identification de qui fait quoi. Là, j'ai l'impression qu'on a fait un truc super simple. C'est tellement simple que ça paraît même bizarre. Donc, il va falloir qu'on soit très clair là-dessus. Non, je pense que c'est la démarche, Madame Gagnine. C'est faire comprendre aux chefs d'entreprise que justement, il est un acteur clé et qui peut, au niveau de son territoire, faire bénéficier à d'autres entreprises de ressources de qualité qu'il n'a plus la possibilité de garder lui éventuellement. Ouais. Pas de raison. Ce qui est intéressant, c'est que on disait que, en tout cas, M. Gambert évoquait l'ancienne identité FONGECIF. Oui. Voilà. Et le FONGECIF était très installé. Bon, ben voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi aller, et il était installé du côté des employeurs comme du côté des salariés. Donc, je pense que peut-être une des clés va être aussi enfin, l'acteur majeur. Donc, regardez comment les salariés peuvent comprendre ou s'emparer, pourquoi pas, de la possibilité de cet accompagnement, en fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer demain qu'un collaborateur va aller voir son patron pour lui dire « Tiens, j'envisagerais pourquoi pas d'aller dans les dispositifs Transco ?» Moi, ça me paraît difficile. Je pense que… Alors, pas aussi simple, ouais. Pas aussi simple que ça, mais de savoir que le salarié, aujourd'hui, il réfléchit, quand il est dans ce point-là, il réfléchit directement bilan de compétences, qui est évidemment une possibilité, mais qui ne correspond pas évidemment complètement à notre sujet. En tout cas, on peut, me semble-t-il, faire en sorte qu'il y a des salariés quand même qui se questionnent sur ce qu'ils ont envie de changer de métier. Non, mais je suis d'accord avec vous. De toute façon, actuellement. Donc, peut-être qu'il ne faut pas oublier cette version-là. Oui, et puis, regardez, ce n'est pas directement lié, mais il y a certains acteurs ne croyaient pas, par exemple, à la capacité ou à la mobilisation des équipes autour du CPF. Par exemple. Et en fait, pas du tout. Les gens aujourd'hui se sont vraiment emparés du CPF. Oui. Donc, il a fallu du temps, il a fallu 2-3 ans. Enfin, ils se sont emparés du CPF. Aujourd'hui, les acteurs, les collaborateurs sont acteurs de leur formation. Bien sûr qu'ils ont toujours besoin d'accompagnement, bien sûr qu'ils ont besoin de clarification, bien sûr qu'ils ont besoin parfois d'une logique d'entreprise qui leur permet de… Bon. Enfin, globalement, le dispositif, il est en train d'être complètement intégré par l'ensemble des collaborateurs et pas que les cadres. C'est ça que je veux exprimer. Je veux dire l'ensemble. Bon. Là, je pense que l'enjeu, il est le même. Il y a d'un côté, au niveau des chefs d'entreprise, où il faut expliquer, réexpliquer. Donc, des interventions comme celle-ci sont les bienvenues. On en fera d'autres, certainement, peut-être sous d'autres formats aussi. Mais aussi auprès, en effet, des collaborateurs, il faudra expliquer qu'il y a des solutions qui existent et que l'État a mis en place des dispositifs. Et ça, il faudra un peu plus de temps, surtout, pour l'accepter. Monsieur Vercher, pardon. Vous voulez parler? Ah non, pardon. Moi, je vois une main qui… Oui, monsieur Gambert, si vous voulez réagir. Puis je vois une main qui se lève aussi.
Juste pour dire aussi tout à l'heure ce que disait Monsieur Tostelin aussi, je le partage aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'osent pas dire qu'elles sont dans une situation délicate. Voilà. Voilà. C'est un peu honteux, quoi. Vous voyez le truc, c'est un peu honteux. Et ça se comprend. Mais je veux dire, en tant que chef d'entreprise, ça se comprend. On a envie, globalement, ça se passe toujours du mieux possible. Bon, bah là, ce qu'il faut se dire, c'est il y a les moyens d'aider. Voilà, c'est surtout ça qu'il y a à retenir. Et je trouve qu'il y a la simplicité et il y a les acteurs qui se sont concertés entre eux pour essayer d'aider, qu'il faut effectivement ne pas craindre. Il y a plus à y gagner à agir qu'à effectivement subir. Donc ça, il faudra insister sur le volet économique, pardonnez-moi, pour là encore contribuer à la sauvegarde d'une boîte. Parce que si derrière on démontre, alors il faudra aussi, je ne sais pas si vous avez prévu de passer les bons messages au tribunal de commerce, auprès de nos camarades du tribunal de commerce, mais je pense qu'il faudra l'intégrer, ça aussi, par rapport aux procédures de sauvegarde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on connaît le coût des licenciements, quand on connaît le coût des actions, malheureusement, d'ajustement lourdes des effectifs, ce dispositif est un moyen de donner une seconde, une troisième chance aux boîtes, quoi. Et je pense que c'est un levier qu'il faudra actionner en termes de com auprès des patrons. Peut-être une question de Madame Giraud, ce que je vois. Alors, bonjour, donc Marine Giraud, donc, je suis chargée de mission emploi formation à la FNTV, donc le transport de voyageurs. Donc, nous, on est un secteur qui recrute régulièrement et activement. On est dans la liste des secteurs donc, en tension. Et moi, ma question, c'était aujourd'hui, réellement, comment on fait pour rentrer en compte au-delà de cette liste avec les entreprises qui ont des besoins. Enfin, nous, on veut vraiment faire connaître métier notamment de conducteur de car scolaire, puisque nos forts besoins de recrutement sont liés aussi à une pyramide des âges qui est élevée, à une croissance démographique qui est importante dans la région. Et aujourd'hui, en fait, nous, on fait partie du coup plus de la fin du processus. Et comment on fait pour rentrer en contact on est sur la liste, mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, quoi? Vas-y, allez-y. Ouais, non, mais je voulais simplement dire que le sujet de l'attractivité des métiers, il reste pendant dans beaucoup de secteurs. Et finalement, la liste des métiers porteurs, elle démontre bien qu'il y a encore de vraies opportunités sur les territoires. Donc, nous, on inscrit nos démarches avec l'ensemble des partenaires. Je le disais tout à l'heure, dans le cadre des comités locaux emploi, formation, c'est là aussi que les acteurs en proximité peuvent se rencontrer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'abord d'avoir cette liste qui permet d'identifier pour l'actif les opportunités qu'il peut saisir. Et puis, c'est de façon plus pragmatique, en proximité, c'est de mettre un nom derrière un emploi recherché d'une entreprise, qu'elle puisse se faire connaître pour que, quand il y a lieu à mettre en place des passerelles en proximité, assez rapidement, on puisse trouver pour des salariés qui souhaitent s'engager dans des parcours de reconversion, finalement, je dirais, l'entreprise d'atterrissage pour ce salarié. C'est toujours plus rassurant pour un salarié de savoir ce qui va se passer à l'issue de son parcours, d'avoir quelques engagements de la part d'entreprises en recherche de compétences, que si effectivement le salarié s'engage dans une reconversion sur un métier qui est plutôt porteur, mais sans nécessairement avoir finalement des opportunités de reconversion, de reclassement déjà identifiées. Donc, on va progressivement travailler, et peut-être que Laurent Gambert va compléter mon propos, mais on va travailler sur ces sujets d'identification plus précise des entreprises qui sont en réelle recherche d'emploi à l'instant T. Et par contre, donc je me permets de rebondir, mais par rapport à ces 18 comités locaux, là, au plus proche des entreprises, est-ce qu'il y a une liste quelque part? Parce que du coup, nous, on n'en a pas spécialement connaissance. Oui, bien sûr, on va vous communiquer ces éléments. Normalement, les acteurs sont relativement identifiés, mais s'il y a besoin de communiquer encore plus largement, évidemment qu'on vous transmettra les coordonnées de nos collègues en proximité qui peuvent faire ces ponts. Et nous, après, vraiment, au-delà de la branche, en fait, on a vraiment ciblé les entreprises, mais les entreprises vraiment sur les terrains au niveau des départements, en région, qui ont des besoins actuels pour rentrer en formation. On a également des POEC qui se mettent en place régulièrement. Et on a un site internet, en fait, qui relaie toutes ces informations-là, les formations à venir, les entreprises qui recrutent, sur quel bassin, sur quel secteur géographique. Et aujourd'hui, au-delà de cette liste de secteurs d'activité, donc le transport de voyageurs qui recrutent, du coup, s'il y a la possibilité de mettre vraiment ce site internet
qui est www.deviensconducteurdecar.fr. Enfin, ça permettrait vraiment aussi aux gens et aux entreprises de savoir vraiment précisément quelles entreprises et sur quel secteur les entreprises recrutent aujourd'hui. Alors, pour compléter les propos de Denis, vos problématiques de recrutement sont bien identifiées. Je travaille beaucoup avec l'OPCO Mobilité, donc je connais très bien vos interlocuteurs en proximité. J'étais encore avec eux tout lundi après-midi pour travailler justement sur Transco, travailler sur les métiers en tension. On a bien en tête la problématique conducteur de car et les temps de travail qui sont proposés, la volumétrie également que vous recherchez. Donc, vos problématiques sont bien cernées. Ok. Et également une autre piste que vous pouvez également explorer il y a une problématique soit de méconnaissance ou de mauvaise interprétation du métier. Et donc, en fait, les salariés qui sont sur des projets de reconversion ont besoin de s'approprier des bonnes informations et des informations les plus objectives possibles. Donc, vous avez notamment par l'intermédiaire des conseillers en évolution professionnelle, il y a des démarches à l'heure actuelle où ils font des séquences pour justement essayer d'illustrer des métiers porteurs. Voilà, donc si vous avez besoin de prendre contact avec notamment ces structures qui organisent justement des temps d'information à des salariés qui se posent des questions justement sur des métiers porteurs, ça peut être l'un des moyens pour vous promouvoir les métiers qu'on a partagés ce matin, que ce soit avec M. Dennebourg, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le paysagisme. Voilà, c'est des séquences d'information auprès des salariés autres que celles que l'on peut aborder habituellement. Très important. On peut se rapprocher de qui exactement en interlocuteur pour… Alors, je vous donnerai à ce moment-là, donc c'est le groupement évolution professionnelle qui fait aujourd'hui, pour nous, en Pays de la Loire, ces démarches-là, et vous avez une interlocutrice, je transmettrai les coordonnées par Geoffrey à ce moment-là. Donc vous vous la contactez de notre part, et voilà, c'est le moyen, c'est encore une fois ce rôle d'interface qu'on a auprès de vous. Ah ben, très bien, c'est parfait. Merci. Geoffrey, on va être coupé à 10h30 ou c'est nous qui décidons d'arrêter à 10h30? Non, c'est nous qui décidons. Non, c'est nous qui décidons. Mais... c'est nous qui décidons. Donc il y a peut-être une dernière question. Alors oui, peut-être une dernière. Hein, je vous en prie, si l'un ou l'autre voulait prendre la parole. Dans les participants, il n'y a pas. Il n'y a plus. Bon, ben, on va conclure alors. Bon, allez. Donc là, il faut que je reconclue. Merci déjà, un grand merci à tous et à toutes. C'était extrêmement intéressant et très, très dynamique. Moi, je crois que je retiendrai un mot-clé, hein, c'est anticipation. Hein. Je crois que là, on est dans une approche différente, extrêmement originale et très bien financée. Donc, je crois qu'il faut qu'on sache se l'approprier pour que derrière, on continue ensemble à mettre en place les meilleures compétences sur notre territoire. Parce que le vrai sujet, c'est un sujet territorial, hein, on est bien d'accord. Hein. Et là, je crois que tous les acteurs sont mobilisés en région. En tout cas, dans notre belle région, on a la chance d'avoir des acteurs publics et privés qui sont mobilisés autour de cette initiative forte. Bon, j'espère qu'on ne sera pas trop impacté par cette crise, mais enfin, néanmoins, certains secteurs, je le sais, nous le savons, seront touchés. Donc, il est clair qu'il y aura des opportunités pour d'autres. Donc, profitons de la mise en place et de la mobilisation des acteurs publics et privés pour vivre au mieux cette mutation, pour qu'il n'y ait pas trop de casse derrière et que les uns les autres puissions continuer à nous développer en harmonie. Voilà, moi, je voulais vous remercier. Bienvenue lors de nos autres événements. J'imagine que vous serez invité par notre ami Geoffrey. Geoffrey, tu feras lien avec tout le monde là, pour les coordonnées, les slides, tout ça, c'est bon? Tu as tout le monde? Oui, je relayais à tous les inscrits, tous les participants pour pouvoir leur envoyer les éléments. Tout à fait. Ben, c'est merveilleux. Ben, écoutez, on va pouvoir conclure alors. Je vois qu'il y a des gens demandent des coordonnées. Ben, merci à vous, merci à tous ceux qui ont préparé cette belle animation, à nos amis de la DRETS et puis de Transco et à vous tous et aux participants, M. Neufbourg aussi qui a gentiment accepté de témoigner. Un grand merci à vous. Et puis excellente journée, puisque là on a un peu de travail qui nous attend tous et toutes. Hein, donc, merci à vous tous. Au plaisir. Merci.